Le grand sphinx de Gizeh, on pense tous le connaître. Mais si toute son histoire, celle qu'on lit dans les livres, était peut-être à revoir de fond en comble. C'est l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie, une véritable affaire non classée. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les indices. Il est là, majestueux, gardien éternel des pyramides. Mais imaginez un instant que la pierre elle-même, la roche dans laquelle il est taillé, nous raconte une toute autre histoire. Une histoire bien plus ancienne et bien plus surprenante que celle des pharaons. Alors, pour bien comprendre le débat, commençons par les bases. La version officielle, celle qu'on trouve partout, celle qu'on apprend à l'école, c'est notre point de départ dans cette enquête. L'histoire acceptée par la quasi-totalité des égyptologues est simple. Le sphinx aurait été commandé par le pharaon Khafré ou Chéphren pour les Grecs. On parle donc d'une sculpture qui remonte à environ 4500 ans, en plein âge d'or des pyramides. Et l'argument principal, le plus fort, c'est son emplacement. Il faut bien voir que le sphinx n'est pas posé là au hasard. Non, il est parfaitement intégré au complexe funéraire de Khafré, au bout de la chaussée qui mène à sa pyramide. Et ça, c'est une preuve contextuelle qui pèse très lourd. Mais c'est précisément là que l'affaire se corse. Parce qu'un indice énorme, visible par tout le monde, vient semer le doute dans cette belle histoire bien rangée. Et cet indice, c'est l'usure de la pierre elle-même. Quand on regarde de près, pas juste la tête, mais bien le corps du sphinx et les murs de la fosse tout autour, on voit quelque chose de bizarre. Des fissures profondes, des rigoles bien verticales qui ne ressemblent pas du tout, mais alors pas du tout, à ce qu'on observe sur les pyramides juste à côté. Et c'est là que la géologie entre en jeu. En gros, c'est assez simple. L'érosion due au vent et au sable, ce qui est normal dans un désert, ça use la pierre à l'horizontale. Par contre, ce qu'on voit sur le sphinx, eh bien ça, c'est la signature typique de l'eau de pluie qui ruisselle le long des parois pendant très très longtemps. Et là, on touche au cœur du problème, le grand écart. D'un côté, les égyptologues disent 2500 avant notre ère, de l'autre, les géologues qui répondent « Attendez, pour avoir ce type d'érosion par la pluie, il fallait qu'il pleuve beaucoup », ce qui nous renvoie entre 7000 et 5000 avant notre ère. L'écart n'est pas juste grand, il est absolument colossal. D'accord, faisons une pause et revenons un instant au dossier en faveur de Khafré. Quels sont concrètement les éléments qui lient le sphinx à ce pharaon? C'est important de bien les comprendre. La première chose à savoir, et c'est crucial, c'est qu'il n'y a aucune inscription de l'époque qui dit « c'est moi, Khafré, qui ai fait le sphinx ». Aucune. Toutes les preuves sont indirectes. On a l'emplacement, bien sûr. On sait aussi que les blocs de pierre retirés pour sculpter le sphinx ont servi à construire les temples juste devant. Et c'est dans un de ces temples qu'on a retrouvé la célèbre statue de Khafré. Et puis, il y a l'argument du visage. On dit que le sphinx serait un portrait géant de Khafré. Mais quand on met les deux côte à côte, la ressemblance est loin d'être flagrante. Des études ont même montré que les proportions de la mâchoire, du nez, des joues sont en fait très différentes. Ce n'est donc pas une preuve si solide. Bon, maintenant qu'on a vu le dossier archéologique, changeons complètement d'angle. Écoutons le témoin principal dans cette affaire. Un témoin qui ne peut pas mentir, la pierre elle-même. Place à l'expertise géologique. L'homme qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est un géologue, le docteur Robert Schoch. Et son argument est purement scientifique. Il dit en substance « Regardez ces marques. En tant que géologue, je peux vous dire que c'est un cas d'école d'érosion par précipitation. C'est de l'eau qui a coulé dessus pendant des siècles, pas du vent. » Et là, il faut se rappeler un truc essentiel. Le Sahara n'a pas toujours été un désert. Non, il y a eu ce qu'on appelle la période humide africaine, une longue ère où la région était une savane verdoyante avec de fortes pluies. Une période qui s'est terminée bien avant les pharaons. Pour que la théorie de Schoch tienne, le sphinx a donc dû être sculpté pendant cette période. Alors, une question logique se pose. Si le sphinx est ici ancien, pourquoi le vent n'a-t-il pas effacé ces vieilles traces de pluie? La réponse est en fait incroyablement simple. C'est parce que pendant la majeure partie de son existence, le corps du sphinx était enterré, enseveli sous des tonnes de sable, jusqu'au cou, ce qui l'a protégé comme dans un cocon. Et on en a la preuve. Les gravures de l'expédition de Napoléon, les premières photos du 19e siècle, toutes le montrent ensablé. Le sphinx a passé beaucoup plus de temps caché sous le sable que visible à l'air libre. C'est cet ensevelissement qui a permis de conserver, presque intactes, les traces d'érosion par la pluie de cette époque lointaine. Ce qui nous amène à un véritable choc des titans. D'un côté, l'archéologie, qui regarde le contexte, l'emplacement, les temples. De l'autre, la géologie, qui lit directement l'histoire écrite dans la pierre. Deux approches, deux chronologies, un conflit total. Ça illustre parfaitement la réaction face aux idées qui viennent tout bousculer.
Alexandre von Humboldt disait « D'abord, ils nieront la chose, ensuite ils la minimiseront, enfin ils diront que cela se savait depuis longtemps. » Eh bien, la théorie d'un sphinx bien plus ancien, c'est typiquement le genre d'idée qui dérange l'ordre établi. Pour résumer le débat, les égyptologues disent « le contexte est roi ». Les géologues rétorquent « la pierre ne ment pas ». Mais les égyptologues ont un contre-argument massu. Ils demandent « ok, admettons, mais où sont les preuves d'une civilisation assez avancée pour tailler le sphinx à cette époque? Montrez-nous les villes, les outils, les poteries. » Et c'est vrai, il n'y a rien, ou du moins rien qu'on ait trouvé. Et c'est là qu'on mesure l'enjeu. C'est vertigineux. Parce que si les géologues ont raison, ça voudrait dire qu'une culture très sophistiquée, capable de projets monumentaux, existait des milliers d'années avant Sumer, avant les pharaons, avant tout ce qu'on considère comme le berceau de la civilisation. Ça ne changerait pas un chapitre de l'histoire, ça nous forcerait à réécrire le livre tout entier. Alors, verdict. Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Le mystère reste total. Ce n'est absolument pas une affaire classée. C'est peut-être même la plus grande affaire non élucidée de l'histoire. Et le Sphinx, lui, continue de garder ses secrets. Au final, on se retrouve avec deux scénarios. Le premier, le Sphinx est le chef-d'œuvre de Khafré, l'apogée de sa puissance. Le second, c'est une relique d'un temps immémorial, un vestige d'une civilisation oubliée que Khafré aurait trouvé là, déjà ancien, et qu'il se serait contenté de s'approprier, peut-être en resculptant le visage. Et pendant que les scientifiques débattent, lui, il reste là, silencieux. Il a vu le Sahara devenir un désert. Il a vu les pharaons, les Grecs, les Romains, les empires naître et s'effondrer. Et son regard fixe l'horizon, porteur d'une histoire qui clairement nous dépasse encore. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question fondamentale. Parce qu'au fond, l'âge du Sphinx, ce n'est pas juste une querelle de date, ça touche à notre compréhension même de nos origines. Si une civilisation perdue a pu sculpter le Sphinx, qu'est-ce qu'on ignore d'autre ?